Bienvenue dans le podcast de la Terre à l'assiette. L'artisan que nous accueillons dans ce nouvel épisode est un boucher d'exception. Gabriel Gauthier est profondément enraciné dans la tradition et le terroir français. Né en Haute-Loire, il a grandi parmi les bêtes et les étals, nourri par les gestes de ses ancêtres paysans. Après un apprentissage au Puy-en-Velay, puis à Lyon, un passage formateur à Paris, il s'est lancé dans une aventure inédite, en Afrique pendant 10 ans. De retour en France, il fonde sa maison à Clermont-Ferrand, où il sélectionne lui-même les meilleures viandes au cœur des élevages auvergnats, pour les proposer à une clientèle exigeante, y compris jusqu'à Paris. Œuvrant avec passion, rigueur et amour du produit, il incarne aujourd'hui l'artisan de notre avenir avec une certaine idée de la qualité et toujours soucieux de transmission. Une émission présentée par Christian Rogoubi. Bonjour Gabriel. Bonjour. C'est très plaisir de t'avoir dans ce nouvel épisode. Merci. Toi qui es un des premiers entrés au Collège Chilien de France en 2015. On va démarrer là sur les aspects justement de l'identité qui est l'élément majeur qui construit nos démarches. Redis-nous un petit peu plus sur ses origines, ce terroir, ses origines familiales et ses apprentissages. Alors l'origine familiale, bien sûr, c'est la Haute-Loire. C'est effectivement deux grands-pères paysans de chaque côté, et surtout un papa qui est devenu, lui, marchand de bestiaux, boucher, charcutier, et c'est lui qui en fait a servi de socle à ce qui a été après une partie de ma vie, bien entendu. Ouais. Voilà. Parce qu'il était marchand de bestiaux, abatteur, et moi tout petit, en fait, j'ai connu le travail de l'abattoir, ce qui a contribué à me servir toute ma vie. Même quand j'étais dans l'import-export sur Paris, parce que j'ai passé 10 ans dans une grande société d'import-export à Paris. Et même au bout du monde, je savais de quoi je parlais quand on parlait technique, viande. Et donc ça, c'est très très important dans un cheminement de carrière d'avoir ces atouts-là. Et je remercierai jamais assez le bon Dieu et tout le monde de m'avoir permis cet apprentissage avant l'apprentissage proprement dit de la boucherie. J'ai la démonstration en disant ça que l'identité prend ses racines vraiment à l'origine, à l'essentiel. Là, tu parles de boucherie. La viande n'est rien sans connaître la bête, sans connaître sa façon de se nourrir et la manière dont elle sera abattue. Exactement. Je suis tout à fait conscient de la chance que j'ai eue d'accéder à ce métier par les racines même du métier. C'est-à-dire commencer à choisir une bête dans un pré ou dans une étable, la voir marcher, la voir s'ébattre et la choisir pour la mort. C'est des choses qu'on n'apprend plus aux jeunes quand ils rentrent en CAP de boucher. Donc c'est toute une partie de la formation qui est inexistante et qui nuit fortement après à l'exécution d'une carrière toute sa vie, quoi. C'est un peu comme dans certaines écoles de cuisine où on me disait qu'on recevait des cuisses de poulet sous vide et on n'avait pas à désosser le poulet. C'est exactement la même chose. Donc, en fait, cette méconnaissance nous emmène, c'est une illustration de plus, dans la virtualité. Et puis une dérive. Une dérive totale. Et on ne sait, en fait, on ne sait pas de quoi on parle. Et une dévalorisation de nos métiers qui sont profondément techniques et profondément intéressants. La boucherie, c'est pas un métier comme un autre. C'est un métier d'artisan. C'est un métier qui est lié au métier de bouche. La grande différence avec même un cuisinier ou un primeur, où on est, nous, dans le vivant. Oui, c'est une maîtrise technique, mais une maîtrise humaine aussi. Absolument. Quand on parle de vivant. Absolument. Avec l'humain, quand on est en négociation dans une ferme pour choisir une bête et négocier un prix, on a affaire à un propriétaire, à une famille, à des gens qui vivent de ça, et c'est quelque chose d'unique. Oui, c'est ça. On est vraiment dans la relation, Absolument. en fait. Ouais. Tu parles de la qualité, c'est d'abord la haute valeur relationnelle. Absolument. Tu le démontres magnifiquement en disant ça. Tu as en tout cas été en contact avec ton père dès l'âge de 15 ans. Ah oui, mais même toutes les vacances scolaires, on était dans les prés à faner, à récolter le foin, parce que en dehors de la viande, il faisait aussi du bétail pour le lait,
pour l'élevage. Donc on avait besoin et de fourrage pour les mois d'hiver. Et c'est quelque chose que tu as vécu que j'ai vécu tout petit, quoi, dès l'âge de 8, 9, 10 Alors ans. ça t'a nourri, ça t'a formé, mais le déclic, il est venu d'où? Alors, je vais être tout à fait honnête. Je suis rentré en apprentissage donc au Puy-en-Velay. J'ai passé 3 ans affreux parce que mes employeurs de l'époque étaient pas du tout sympas, on va dire. Donc, au bout de 3 ans, Christian, j'avais envie de tout faire sauf continuer la boucherie. Comme quoi, les rencontres qu'on fait dans toute une vie professionnelle ou même dans la vie tout court, elles sont très très importantes. Et après, j'ai eu d'autres rencontres qui m'ont absolument convaincu de continuer dans ce métier et qui m'ont fait prendre conscience de la beauté du métier. Robert Bonin, par exemple. Exactement. À Lyon. Exactement. Comment vous savez ça? Ah ben voilà, on se renseigne sur les personnes. Ah ouais. Non, ça a été quelqu'un qui t'a marqué. C'est quelqu'un qui m'a marqué parce que pour moi, c'était un vieux monsieur. Imagine, il devait avoir 50 ans. Moi, j'en avais un peu plus de 20. D'accord. Mais si tu veux, d'abord, il m'a toujours vouvoyé, il m'a donné des marques de profond respect, sans que j'ai rien fait pour acquérir tout ça. C'est quelqu'un qui m'a appris. Je vais citer une anecdote. Je sortais d'apprentissage, mais tu sors d'apprentissage, tu sais pas faire grand-chose, quoi. Il m'avait donné un jour une mission de faire un baron d'agneau. Ce baron d'agneau, préparé pour la cuisine, c'était pour monsieur Paul Blanc à Toissé, le fils de madame Blanc à Vonas. Et j'avais une trouille terrible. Parce que j'avais jamais maîtrisé ça, je savais pas. Il m'a dit, allez-y, Gabi, allez-y, vous avez le temps. J'ai dû mettre 1 heure pour faire quelque chose qui demandait une demi-heure de travail, si tu veux. Et je m'en souviens encore aujourd'hui. Voilà. C'est quelque chose qui m'a marqué, oui. C'est des rencontres et des expériences marquantes. C'est ça qui nous constitue, en fait. Absolument. Véritablement. Et cette décennie en Afrique, tu en as retiré quoi? Avant l'Afrique, il faut qu'on passe par l'étape du commerce international. D'accord. Je suis resté 10 ans à Paris dans un bureau et puis dans une voiture à parcourir un peu la France sur les marchés, les gros marchés qui étaient sans quoi appartenaient parce qu'on faisait du bétail vivant sur l'Italie. Quand on a perdu assez d'argent sur l'Italie, on a arrêté. Je me suis consacré à l'exportation sur la côte ouest Afrique. J'ai tellement aimé dans les voyages, parce que j'allais 5 ou 6 ou 8 fois par an en Afrique, j'ai tellement aimé ce continent. J'ai dit à mes patrons parisiens, écoutez, moi j'ai envie d'aller à Libreville au Gabon, et voilà, je suis parti. C'est ça l'expérience. Voilà, après cet épisode africain, c'est 3 pays, c'est le Gabon, c'est le Congo, Brazzaville, et la Côte d'Ivoire pour finir. Environ 3 ans dans chaque pays, un peu plus. Je ne suis pas devenu riche. Tu t'es enrichi d'autre chose. J'ai pas perdu d'illusion, mais ce qui m'a fait rentrer, en fait, c'est la dévaluation du franc CFA, qui a eu lieu en 94 par monsieur Balladur. Oui. Vous vous souvenez de ça? Très bien. Donc il y avait que des coups à prendre après, et je suis rentré. D'accord. Alors, on va continuer après la suite, notamment quand tu es devenu entrepreneur toi-même. Mais avant, on va peut-être faire une petite incursion dans notre première chronique qui s'appelle « Toc Toc, qui est là ?» Toc toc, qui est là? Juste 1 minute, quelques questions. Une façon de se définir d'une autre façon. Si tu étais un animal. Un chien. Tu l'avais déjà dit, je me souviens, dans d'autres réunions. Ouais, oui. Une saison. J'aime beaucoup l'automne à cause des couleurs. D'accord. Une ville. Florence. Pourquoi? La beauté de cette ville, c'est stupéfiant. Un musée en plein air. Oui. Et si tu avais eu à faire un autre métier? Je serais tenté de dire un peu la cuisine parce que ma gourmandise naturelle m'aurait conduit. Tu cuisines? Un petit peu à la maison, mais en amateur. En réel amateur, oui. J'aurais aimé l'écriture, j'aurais aimé la peinture dans ces métiers d'artiste qui m'attirent. Est-ce que tu as une musique qui t'est chère ou qui représente quelque chose qui te correspond? La musique de mes 20 ans, c'est-à-dire c'était l'époque un peu des yéyés, un peu de Brassens, Brel. Les poètes. Les poètes.
passons à la deuxième phase. Tu décides à un moment donné, je ne sais pas si c'est à ton retour d'Afrique, mais de devenir un entrepreneur. J'avais vécu 10 ans à Paris. Je n'avais pas envie de revenir sur Paris, alors que j'avais des propositions de mon ancienne boîte, notamment. Je voulais revenir dans ma région, parce que j'avais fait des valises quand même, et puis j'étais resté longtemps avec les valises. Donc je voulais revenir dans ma région, donc sur la région du Puy, Clermont, etc. Et c'est pour ça que j'ai acheté cette boutique à Clermont-Ferrand. C'était pas une petite boucherie, c'était la principale boucherie de la ville de Clermont, où il y a quand même plus de 100 000 habitants. Rue de la Boucherie. Rue de la Boucherie, ça s'invente pas. J'ai toujours dit que j'étais le meilleur boucher de ma rue, puisque j'étais tout seul. C'est pas mal ça. Alors j'en ai bavé la première année, parce que en fait j'avais perdu de vue tout ce métier, si tu veux, mais le côté vraiment boutiquier du métier. Quand tu avais un passé comme le mien, où j'étais toujours un petit peu par Mont et par Vaux, et avec des gros volumes d'affaires. Là, des fois, les après-midi d'automne, vous savez, quand vous avez une mamie qui rentre et puis qui vous achète une pizza, mais qu'elle voulait pas le coin, je me disais, mais Gabi, qu'est-ce que tu fais là, quoi? Non, ça a été un petit peu dur. Et après, c'est l'amour du métier qui m'a sauvé, en fait. Parce que, parallèlement, si tu veux, Clermont-Ferrand, c'est au centre d'une région d'élevage qui est très importante, l'Auvergne, où il y a des trésors dans les champs, quoi. Et je me suis tout de suite intéressé à toutes ces bêtes qu'on fait là-bas, au carrefour des races, si tu veux, la Salaire, la Limousine, l'Aubrac, et je me suis passionné pour ça. Et c'est pour ça qu'après, je suis devenu ambassadeur du fin gras du Mézin, qui est une bête juste splendide, quoi. Élevée à 1200 mètres, avec une richesse d'herbe et de foin qui est tout à fait particulière. Là encore, la passion de ne pas t'arrêter à ce qu'on entend par le boucher traditionnel, mais de remonter jusqu'à la base même de ce métier, c'est-à-dire la bête, le vivant, etc. Ouais. Je vais aborder une deuxième chronique qui s'appelle « Fromage ou dessert ». C'est fromage ou dessert? Là, on va aborder tes préférences en toute transparence. Qu'est-ce que tu préférerais, renaître dans le passé ou dans le futur? Le passé. Pourquoi? Pour corriger certaines choses. D'accord. Donc ton passé? Ou le passé en général? Mon passé, bien entendu. D'accord. Oui. T'es plutôt logique ou t'es plutôt émotion? Je suis plutôt émotion. Compétition ou coopération? Les deux. Travail ou vacances? Travail. T'es toujours en vacances, en fait. Oui. Puisque t'aimes ton travail. Vrai. Est-ce que t'es plutôt temps court ou temps long? Temps long. On n'est pas pressé. Il faut tisser quelque chose. La philosophie du temps, c'est extrêmement puissant, bien sûr. Il faut du temps pour acquérir. Et ce sont des métiers où tu n'as jamais fini. Je dis, en cuisine, ils ont une chance énorme, c'est de toujours, à travers des recettes, à travers des assemblages, à travers toutes les saveurs que tu peux développer et créer, c'est un métier merveilleux. Mais dans la boucherie, c'est un peu pareil. On est toujours en train d'apprendre et on n'est jamais le meilleur boucher de la rue ou du monde. Non, ça n'existe pas. On en apprend toujours. Maintenant, venons à la troisième partie. Comment on fait en étant le meilleur boucher de sa rue pour devenir un des meilleurs bouchers de France? Parce que tu as développé de quelle façon une clientèle aussi bien de proximité qu'une clientèle chez des grands étoilés ou... Est-ce que c'est venu par rapport à ta passion amont de la bête, de la manière dont elle vit et que tu transmettais aussi dans tes relations? C'est venu comment à ton avis? J'ai deux grands défauts. C'est la curiosité et la gourmandise. Quand on a parlé de ces deux choses-là, en fait, ça explique tout. J'ai toujours eu envie de voir plus loin comment c'était dans mon parcours aussi géographique, ça peut se voir parce que le Puy, Lyon, Paris, retour au Lyon, retour Paris, l'Afrique, c'est que des itinéraires de, si tu veux, un petit peu de curiosité ou de vouloir découvrir autre chose. On n'est jamais le meilleur boucher de France ou d'ailleurs. Oui. Tout ça, c'est faux. On peut avoir du respect dans l'exercice de cette profession pour un petit gars qui, tu vois, même un apprenti qui aura un geste supérieur au tien, qui aura une technique différente mais intéressante. Et moi, je me suis donné les moyens de fréquenter beaucoup les cuisiniers par gourmandise
au début, et ces cuisiniers m'ont emmené vers Ils t'ont appris autre aussi chose. des choses sur ton propre métier. Absolument, Eh oui, absolument. c'est ça qui est génial. Et ce sont eux qui m'ont fait découvrir aussi des choses comme l'équipe de France de la gastronomie, où on a fait des choses. De là, j'ai lié des connaissances avec le groupe de Monsieur Ducasse. Et tout ça, c'est un enchaînement de choses. À connaître un chef dans une cuisine, on va dire haut de gamme, qui parle à son collègue qui est ailleurs et qui parle aussi d'un bon boucher, disons, voilà. Ça a tissé tout ce tissu économique que j'ai développé après sur Paris ou ailleurs, ou dans les Alpes. En fin de compte, ça montre bien ce qu'on développe toujours au collège. Je répète un peu souvent, peut-être un peu trop souvent, c'est que la qualité, c'est avant tout la haute valeur relationnelle, parce que tu as maîtrisé petit à petit à travers ta passion pour ton métier, dans son savoir, dans ses techniques, etc. Mais ce qui fait la grande différence, tu as sans doute beaucoup de gens qui sont aussi comme toi en France, qui ont ça, mais ce qui fait la différence, c'est le système relationnel que tu as généré, peut-être lié aussi à la diversité de tes connaissances internationales, l'approche, la relation en Afrique est différente de la relation en France, ta sensibilité, en fait, la relation part avant tout de ce que tu es. J'aime les gens. Oui, c'est ça, voilà. J'aime les gens, j'aime le contact. Cette curiosité dont tu as parlé. Oui, absolument. Alors, on va terminer par une dernière chronique qui est la moutarde montonnée. La moutarde me montonnait. C'est une dernière chronique pour terminer sur ce qu'on appelle nous un peu un coup de gueule, c'est-à-dire quelque chose qui dans l'environnement professionnel, l'environnement en général, te fait bondir, quoi, en disant bon, vraiment ça, ras-le-bol, il y en a assez, pourquoi, etc. Il y a quelque chose qui te vient à l'esprit ? Moi, je suis un petit peu révolté par tout ce qui se passe chez nous, bien sûr. Alors, on va pas enfoncer des portes ouvertes. Tout le monde souffre des mêmes choses. Ce qui m'ennuie, c'est cette fiscalité qui étouffe les entrepreneurs. Bien sûr, moi je l'ai vécu dans ma boucherie que j'ai vendue à une époque et je me suis fait plumer comme les autres par une imposition qui est complètement illogique et complètement déloyale, quoi. Quand vous avez payé des impôts et de la TVA pendant toute une vie et vous repayez les mêmes impôts à la vente de votre affaire, c'est totalement c'est injuste. C'est injuste. Alors, outre tout ça, et quand on a parlé de ça, la relation que j'ai, qui est très forte avec les agriculteurs, et notamment ceux du plateau du Mézin, dont je suis un petit peu l'ambassadeur, on a fait là-haut une viande d'une très très grande qualité qui s'appelle le fin gras. Ces gens-là souffrent et ont souffert pour imposer cette AOP. Cette qualité, en fait. Cette qualité, en gardant leur valeur. Et avec le pays dont ils sont issus, qui est un pays rude, qui est perché à 1200, 1300 mètres là-haut sur le plateau du Mézin. Ce sont des gens qui se sont battus pour ces valeurs-là, les valeurs d'engraissement d'une bête sur le territoire. Ils en ont fait aujourd'hui quelque chose qui leur permet de vivre décemment. C'est pas le cas partout ailleurs et c'est, par exemple, la crise des agriculteurs, puisque si on doit parler de ça, moi, toute ma vie, j'ai vu que en France, on était hors course, on était hors compétition sur le prix de la viande et sur le prix du bétail. On était dans le top 5 des exportateurs français. C'était une très grosse société, mais si on n'avait pas eu les subventions à l'exportation, ce qu'on appelait des restitutions, on n'aurait jamais pu faire une carrière comme ça. Donc, si on n'est pas aidé pour exporter nos viandes, on ne peut pas s'en sortir. Parce qu'on produit beaucoup plus cher que les Irlandais, que les Allemands, que les Anglais. On était excédentaire en viande en France dans les années 80, largement excédentaire. Sauf l'agneau qui est une production particulière. Pourquoi alors ne pas garder cette autonomie alimentaire, puisqu'on a tout ce qu'il faut en France ? Il y a des grandes stratégies du marché mondial qui nous dépassent, je pense. On élève trop cher chez nous en France, on est disqualifié même en Europe, par rapport aux Irlandais, par rapport aux Allemands, par rapport aux Anglais, on produit trop cher. Donc, c'est une question de réglementation, c'est une question de fiscalité. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On est hors compète. Et ça me révolte un petit peu parce qu'on a vraiment tout pour être heureux.
Écoute, merci de ces messages. Merci de ce que tu incarnes. Je rappelle aussi que tu es toujours engagé, quel que soit, maintenant tu as laissé ta boutique, mais non, tu nous as rejoint au Collège Culinaire de France dans l'organe de gouvernance et je te remercie. Tu es très actif, engagé bénévolement sur ces combats que nous menons ensemble. Merci à toi. Merci. Et je dois dire que nous avons un prochain épisode dans 15 jours qui sera consacré au chef Santiago Guerrero. Là encore, nous verrons à travers son incarnation et sa double culture colombienne et suisse, comment un artisan militant de la qualité transcende les frontières et innove tout en respectant, il va nous l'expliquer, toute la tradition française et la cuisine française, mais en y apportant, par sa diversité, une touche d'innovation et de créativité. Merci et à dans 15 jours pour nos auditeurs. Vous venez de déguster un épisode de La Terre à l'assiette, le podcast qui vous donne envie de bien manger. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Si ce podcast vous a régalé, soutenez-nous en lui donnant un maximum d'étoiles, comme à un grand chef, et en vous abonnant. Vous avez envie d'en savoir plus sur les actions du Collège Culinaire de France et sur le mouvement Manger Citoyen ? Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. À très vite pour un prochain épisode. Ah oui, et évidemment, l'addition, elle est pour nous.